Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir dans les studios de Webcast Story pour parler aujourd'hui donc de l'efficacité des moyens de communication. J'ai le plaisir donc d'accueillir Éric Trousset. Je vais te passer la parole, Éric, pour que tu reposes donc le sujet qui est celui de l'efficacité des moyens de communication dans une dimension 360 sur des principes, n'est-ce pas, Olivier Goulet, donc des points de contact consommateurs. Éric. Bonjour. En fait, le sujet est aussi ancien finalement que la communication, puisque dès lors que l'on investit, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que ça me rapporte? Mais ce problème ou cette problématique a d'autant plus d'acuité aujourd'hui que finalement le digital a complètement perturbé, on y reviendra tout à l'heure, les moyens de mesure, parce qu'aujourd'hui, l'automatisation de la récolte de données pourrait laisser à penser que c'est facile de mesurer l'efficacité de points de contact digitaux et que le reste devient totalement ringard, voire même inefficace. Or, c'est faux. Quand on se place d'un point de vue consommateur, force est de constater que finalement, un catalogue papier fait encore venir du monde en magasin, qu'un spot télé peut être aussi générateur d'achats. Et pour ne pas citer les autres médias qui ont aussi leur contribution dans l'efficacité. Et cette problématique, elle est importante parce que ça représente quelques dizaines de milliards d'euros quand même investis par les annonceurs chaque année, et souvent avec pas forcément les bonnes questions, parce qu'il n'existe pas une efficacité. L'efficacité va dépendre finalement des objectifs que l'annonceur va se fixer au préalable. Je vais juste citer un exemple, et pour être bref, un exemple qu'on a vécu chez Mediapost Publicité. Un annonceur retailer qui nous dit « le prospectus marche de moins en moins bien. Ça draine moins de monde en magasin. » Bon, donc je vais en faire moins. Donc c'est vrai que c'est facile d'accuser le canal de tous les maux quand ça marche moins bien. Puis finalement, en creusant, on s'est aperçu très simplement que, certes, ça drainait moins de monde en magasin, mais ça drainait des recherches sur Google et des achats sur le site marchand du même annonceur. Donc on lui montre les résultats et on lui explique. Réponse: ah oui, mais le catalogue papier, il est financé par les points de vente, pas par la partie digitale. Voilà, c'est juste un exemple de finalement où l'annonceur, par une vision très en silo, va distordre la notion d'efficacité. C'est pas que c'est moins efficace, c'est juste qu'il faut prendre les bons indicateurs. Alors, moi, je voudrais me tourner vers Olivier. Olivier, moi, je suis frappé parce que il semblerait, tel que le dit aujourd'hui Éric, la notion d'efficacité est une notion absolument nécessaire, incontournable pour l'ensemble des grands donneurs d'ordre. Mais il me semble quand même, de la lecture qui est la nôtre, il y a un certain nombre de réticences de la part des grands donneurs d'ordre à faire une étude 360 de leurs moyens de marketing communication. Pourquoi aujourd'hui ce type d'indicateur de mesure, et pourquoi pas les solutions telles que vous les déployez, ne sont pas systématiquement appliquées par les grands donneurs d'ordre qui souhaitent, plus que jamais, faire un très bon arbitrage, deuxièmement, travailler sur le retour sur investissement, et savoir comment ils vont pratiquer leur mix média dans un environnement qui est celui de la communication, qui est de plus en plus atomisé. Alors pourquoi aujourd'hui ce n'est pas systématique, et nous sommes aujourd'hui encore en 2014 et 2015 bientôt, et on a encore à se poser ce type de questions. L'explication tient peut-être à l'organisation en fait, du marché de la communication qui fait qu'on vit toujours à une ère de silo, que ce soit au niveau des annonceurs, leur façon d'être organisée, comme au niveau des agences, parce qu'il y a des agences spécialisées. Or, nous, en tous les cas, les études qu'on peut être amené à mener, on essaye d'avoir une vision consommateur. Or, cette vision consommateur, elle fait fi totalement des silos. C'est-à-dire que les gens ne rentrent jamais dans une catégorie par rapport aux silos. C'est-à-dire que le point de vente est important pour eux, au même titre qu'un point de contact média ou qu'un point de contact digital. Voire, ils ont tendance d'ailleurs à mélanger les deux. Une explicitation très simple, lorsque les gens nous parlent de ce qui est fait en vitrine, ils nous parlent d'affichage. Or, techniquement, c'est dans le budget retail. Or, on voit bien que pour un consommateur, finalement, il n'y a pas du tout cette organisation. Donc la difficulté tient probablement à l'organisation aujourd'hui du marché, même si on voit qu'il y a une demande de plus en plus importante de la part des annonceurs pour avoir cette vision quand même transversale, notamment par rapport à une multiplication des points de contact qu'ils peuvent activer, et notamment liés au développement du digital. Alors, puisqu'on parle du digital, Richard, je me tourne vers toi. Donc aujourd'hui, je crois que tu travailles beaucoup sur les indicateurs de mesure en la matière. Donc, à la limite, on va reparler encore d'un silo, donc ces indicateurs de mesure sur le digital. Quelle est
toi aussi, ta lecture sur ces sujets-là et quelle est un peu la réticence ou les réserves que peuvent émettre les annonceurs sur une étude beaucoup plus globale? Alors, moi, j'ai constaté les mêmes silos qu'Eric, c'est-à-dire que quand vous allez voir un retailer et que vous lui dites « ce serait bien qu'on puisse mesurer combien de gens finissent en caisse chez toi », alors qu'en fait, ils ont initié leur vente sur le web. Quand c'est des réseaux de franchisés, pas question, parce que les franchisés n'ont pas envie que les budgets qu'ils vont mettre aillent contribuer au budget central. Quand ce n'est pas des franchisés, mais qu'il faut récupérer les tickets de caisse, c'est une galère, il faut faire passer la DSI, il faut modifier les choses, etc. Donc on atterrit toujours sur des espèces de modalités dégradées, type coupon de réduction, et le coupon de réduction, ça bouffe sur la marge, les franchisés n'en veulent pas, enfin, on tourne un peu en boucle là-dedans. Ça, c'est un premier point très structurel chez les annonceurs. Le deuxième point, nous, on est une agence très orientée ROI chez Raisonnéo. Moralité, un annonceur brand, il réfléchit brand d'un côté, ROI de l'autre, la plupart du temps. Les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui pensent que le ROI est extrêmement important et que la contribution du fric qu'ils mettent sur la marque n'a pas beaucoup d'importance. Donc bien évidemment, ce n'est pas les très gros, les éléphants de la communication raisonnent différemment, mais c'est très lié à la péréquation de budget. C'est-à-dire que des gens qui ont un très très gros budget, un Danone qui a un très très gros budget de téléaffichage, par exemple, le web, finalement, ça commence à grossir, mais c'est tout petit. Donc on voit fleurir des tonnes de boîtes qui disent qu'elles sont en transition digitale. Moi, j'en ai une ou deux dans mes clients, elles sont sur des plans à 10 ans. Elles sont sur des plans à 10 ans, et en attendant, il y a encore une direction digitale et une direction marketing. Et le premier indice dans ces boîtes-là d'une migration vraiment vers quelque chose d'intégré, où on mesurera de façon intégrée, c'est quand la direction marketing intègre la direction digitale. Alors après, on ne sait pas quel nom on donne à tout ça, mais la plupart du temps, ils finissent par faire un truc unique qui considère qu'il y a plein de médias, y compris le digital. Voilà. Tant que ça, c'est pas fait, les budgets sont séparés, donc les mesures sont séparées, au-delà des méthodos de mesure qui, comme l'évoquait Eric, sont souvent assez distinctes. Et pour revenir à ce que disait Olivier, lui, il compte les points de contact. Il compte les points de contact. Absolument. Et il met un budget en face. Ouais. Si vous parlez de points de contact à quelqu'un qui vient du pur web, ça ne lui parle pas. Lui, il n'a pas de point de contact. Il a des cookies, il a des cookies, il a des recherches, il a des requêtes, mais il n'a pas de point de contact. Lui. Alors que si on ramenait souvent les gens qui investissent sur du digital à une vision point de contact, ils arriveraient à comparer ce qu'ils mesurent avec ce que leur coûte un client qui vient par un courrier papier, un client qui vient par un email, un client qui vient par etc. etc. Et aujourd'hui, ce n'est pas fait parce que les cultures des gens à l'intérieur des boîtes sont différentes. Alors, l'expérience qu'on a, la faible et la courte expérience que nous avons, Eric, sur ces études, nous avons eu à traiter donc 3 secteurs d'activité l'année dernière, qui étaient celui de la banque, de la GSA et des telcos. On a vu en effet des comportements donc sur l'arbitrage des moyens et l'efficacité de chacun d'entre eux, extrêmement différents selon les secteurs d'activité. Donc on est bien dans une dimension, quoi qu'il en soit, sectorielle. Peut-être peut-on un peu approfondir, et on en reparlera sur des nouveaux secteurs sur lesquels on travaille d'ailleurs, Olivier, aujourd'hui ensemble. C'est clair que le consommateur, il a, puisque tout part du consommateur, il a des besoins à satisfaire ou des coups de cœur. Heureusement, la consommation, ce n'est pas que la satisfaction de besoins. Et à partir de là, il va commencer par se dresser une liste de marques possibles, une liste de produits possibles, la marque venant éventuellement après. Et l'expérience et le choix vont se faire progressivement à partir de ces différents points de contact vécus, subis ou recherchés. Il faut bien voir que le consommateur va aussi arbitrer les points de contact. Pour autant, il va leur donner une certaine valeur. Et un point de contact donné peut être extrêmement utile dans les télécoms, beaucoup moins en GSA. Je vais prendre l'exemple du site web de la marque. Il est clair qu'aujourd'hui, en GSA, le catalogue papier prime devant tous les autres points de contact. C'est beaucoup moins le cas en télécom, où finalement, même si les points de contact physiques restent importants, même s'il y a de l'édition de print, il est clair que le site web de la marque, là où je vais essayer de comprendre un petit peu ce que me raconte l'opérateur, parce qu'ils ont quand même souvent des offres particulièrement compliquées, je vais d'abord le chercher dans le digital. Je vais passer par des moteurs de comparaison, parce que finalement, ce que me raconte l'opérateur X, c'est peut-être pas la meilleure offre. Je vais aller aussi sur des sites d'avis d'internautes.
Alors que pour aller acheter son yaourt, le site d'avis des internautes, je m'en fiche. C'est pas ça aujourd'hui qui va driver mon choix. Ça va être plutôt une question de prix, de proximité, etc. Donc il y a vraiment une logique sectorielle évidente et tout point de contact a sa chance. Et dans les études que l'on mène avec Olivier, elles sont la caractéristique de pouvoir, et après je laisserai la parole à Olivier, mais de distinguer ce qui relève de la prise d'information par le consommateur, ce qui relève de la construction de l'image de l'enseigne ou du produit, et ce qui va être du registre de l'activation, ce qui va me donner envie d'acheter. Et donc, avec ces approches, on peut effectivement, d'un point de vue conso, voir quels sont les points de contact les plus utiles dans le choix de l'individu. Alors peut-être reprenons un peu de méthodologie, pour essayer de bien comprendre comment ce type d'études se déploie, quels en sont bien sûr les atouts, mais aussi les perspectives que cela peut permettre, donc comment on peut se projeter demain donc, avec ce type d'études. Parce que j'ai toujours très peur que quand on produit des baromètres, lorsqu'on produit des indicateurs, c'est une étude de plus que l'on met dans le tiroir. Et quelle en est l'application réelle ? Alors, méthodologie, application et perspective. Ça fait beaucoup en une seule question. Sur la méthodologie, comme on se dit consumer-centrique, en tous les cas qu'on souhaite, on est reparti, nous, du fait d'interroger les consommateurs. Et les consommateurs qui sont des consommateurs qualifiés. L'exemple, le dernier qu'on a fait sur le bricolage-jardinage, on a pris des gens qui fréquentaient des enseignes, un certain nombre de listes d'enseignes, et sur lesquelles on a travaillé, sur lesquelles on leur a demandé quels étaient les points de contact qui avaient été activés, et puis pour quelles fonctions ça avait été activé. Donc on est sur des méthodologies déclaratives qui ont leurs limites, mais qui ont au moins l'avantage de pouvoir être totalement 360, parce que c'est la moins mauvaise, je dirais, solution qu'on ait trouvée, en tous les cas à date, pour répondre à ces problématiques. Des exemples concrets de la sophistication qu'on peut avoir et des perspectives, c'est que ce qu'on voit en dimension d'évolution, c'est que de plus en plus de points de contact sont activés par les consommateurs. Un exemple, juste sur la dimension d'information sur le bricolage, il y a 17 points de contact qui sont déclarés comme étant activés par les consommateurs. On voit bien que la sophistication des parcours d'achat devient importante. Et encore plus important, et en tous les cas intéressant pour nous, c'est que le digital a tendance à plutôt amener des contacts supplémentaires plutôt qu'à se substituer à des contacts existants. En tous les cas, c'est ce qu'on observe. Sur le bricolage, on a un exemple depuis 2 ans, donc on suit régulièrement. On voit effectivement que le nombre de contacts augmente, et il augmente pourquoi ? Parce que le digital augmente. Mais il ne vient pas du tout sur la diminution, soit du catalogue, soit de l'importance de la réception en magasin ou du conseil du vendeur. Donc on voit bien effectivement une perspective qui est d'aider dans le futur, en tous les cas, à intégrer les nouvelles dimensions. Quant à la dimension purement opérationnelle, juste un exemple, on a un de nos clients qui nous a mandaté sur un secteur autre, en tous les cas qui était lié à la distribution. Ce qu'on a observé, c'est que sur les points de contact, la télévision en tant que telle, et puis le partenariat télévision, avaient pratiquement la même utilité consommateur. Alors, c'était intéressant en tant que tel, mais dès lors qu'on y rapportait le budget, bien évidemment, on a eu là un vrai calcul de ROI qui a permis à l'annonceur, en tous les cas, de refaire basculer, tout en restant au sein du même canal, en tous les cas, de refaire basculer en optimisant vraiment, en tous les cas, le rendu qu'il avait par rapport à l'argent investi. Donc, on a des décisions très concrètes qui peuvent être prises par rapport, en tous les cas, à ces outils. Alors, peut-être pour essayer de bien comprendre. J'ai 17 points de contact, j'ai un budget de 100, j'arbitre mon budget sur les 17 points de contact, je mets en regard la dépense sur chacun des points de contact et j'extrapole l'efficacité de mes moyens. On peut le faire de cette façon-là. On peut aussi regarder, parce qu'il y a une dimension d'analyse des concurrents, ce que font les concurrents. Et si chez les concurrents, quelque chose que je ne fais pas moi, peut être intéressant. Alors, il faut évaluer effectivement combien le concurrent va mettre, mais on le voit bien que sur le digital, certains ont des dynamiques, par exemple, de réseaux sociaux, ou que dans l'univers du print, certains utilisent plus le prospectus ou les catalogues. C'est intéressant de constater, finalement, comment se comporte aussi son concurrent. Parce qu'il y a à la fois comment je me comporte moi-même, mais aussi il y a peut-être des choses à aller voir, c'est ce que font mes compétiteurs. Donc, Alors moi, je suis frappé dans les différentes études qu'on a eu à conduire jusqu'alors, et les dernières et les récentes que tu nous as publiées, on voit que le bouche à oreille vient toujours à peu près dans le top 10. Et je crois que c'est vieux comme la consommation, oui. C'est-à-dire qu'on le découvre aujourd'hui. Mais je dépense ça. Attends, moi, je suis un grand donneur d'ordre. Aujourd'hui, je suis sur des contraintes budgétaires de plus en plus massives.
Alors, pendant un premier temps, je me suis orienté sur l'Internet, c'est pas cher, dit-on. Et puis, en fait, je constate que dans le top 10, c'est le bouche-oreille qui fonctionne. Comment j'arbitre, moi ? Je crois qu'il ne faut pas avoir l'illusion. Enfin, la gratuité est une pure illusion. C'est-à-dire que, et quel que soit le canal, même le bouche à oreille, si j'en parle, c'est que soit on m'en a parlé, avec tous les risques de déformation qu'on peut avoir, soit j'ai vécu une expérience, bonne ou mauvaise. Mais pour vivre une expérience, la marque a préalablement investi. Donc il n'y a pas de vraie gratuité. C'est comme la gratuité des réseaux sociaux, elle n'est pas vraiment avérée. C'est-à-dire que oui, on peut être présent tout seul sur Facebook avec sa page, mais si je ne l'anime pas, donc déjà j'ai des coûts induits parce qu'il faut poster du contenu, et je pense que Richard pourra en parler certainement mieux que moi, et puis voire même si je n'achète pas un peu d'actualité sponsorisée, ben, je risque de ne pas être vu, ou en tout cas je peux le faire, mais si mon concurrent lui met un peu de moyens, donc la notion de pure gratuité, je pense que c'est une pure illusion. Richard, alors deux choses. Déjà, Facebook, ils ont sonné le glas de la gratuité. Le jour où ils ont dit on va baisser un tout petit peu le reach de ce que vous publiez gratuitement et ce sera un petit peu meilleur quand vous paierez. Donc maintenant, nous, ce qu'on constate chez nos clients, c'est un reach qui se balade entre 10 et 18%. Donc déjà, quand on pense à des gens comme Nutella, ils ont accrété, je ne sais plus, la dernière fois que j'avais regardé, ils avaient déjà 10 millions de fans. 10 millions de fans, et ben à chaque fois qu'ils postent un message, maintenant, ils vont avoir péniblement 1,5 million, 1,8 million de fans qui vont percevoir le message. C'est un peu dommage vu tout ce qu'ils ont investi. Parce que ce qui est vrai dans ce que dit Eric, c'est qu'ils ont investi un fric absolument colossal pour bâtir cette population. Alors dans la construction de la marque, dans les ambassadeurs Ferrero, dans tout ce qu'on veut, Ferrero, ils ont mis un fric absolument colossal sur la construction de ça. Une fois que ça s'est fait, ils ont une notoriété qu'ils ont payée comme n'importe quelle marque avec des outils classiques. Le leurre de Facebook, ce serait de croire que c'est gratos. Alors, je ne veux pas descendre Facebook parce que ça a une forte utilité. Mais ce qu'il faut garder en tête sur les réseaux sociaux, c'est qu'une partie de l'investissement est un investissement maîtrisé. Je communique avec ma marque. Et que leur viralité, par nature, elle permet d'avoir, quand ça fonctionne, de la visibilité gratuite. Sauf que c'est de la visibilité gratuite qu'on ne maîtrise plus. Et donc, les marques sont obligées de s'habituer au fait qu'elles investissent 10. Sur les 10, il y en a 4 qui sont vraiment efficaces et il y en a 6 qui vont circuler sous une forme plus ou moins variable de bouche à oreille et sur lequel le discours à l'arrivée ne sera pas forcément celui qui a été prévu. Donc je dirais presque que sur un plan économétrique, il faut concevoir qu'il y a une partie du budget qui va être utilisée sans qu'on ait une maîtrise totale dessus, ce qui est souvent extrêmement inconfortable pour les directeurs marketing. Quand Gap a décidé de changer son logo en disant aux consommateurs « on vous a écouté », on change le logo, ils ont changé toutes les PLV, tous les stores, ils ont tout changé partout. Le lendemain, les internautes ont dit « c'est bien, mais qu'est-ce que c'est vieillot, c'est pourri » et ils ont tout changé dans l'autre sens. J'ose même pas imaginer le coût financier de l'opération. Et ils ont été obligés d'assumer ça. Il y a une deuxième chose, je pense, qui est importante, c'est que au-delà de cette dichotomie, il y a une partie du budget, économétriquement, il y a une partie du budget qui passe dans un truc qu'on ne maîtrise plus. Voilà. Alors, je ne sais pas comment toi tu le mesures. Après, c'est peut-être plus compliqué, mais on ne maîtrise plus. Il y a un autre point, c'est que les réseaux sociaux, il y a un monsieur qui s'appelle, je crois, Eli Pariser, qui a fait une conférence sur le TED, sur le fait qu'il paraphrasait Tim Berners-Lee en disant « la fenêtre du web est en train de se refermer ». Parce que les réseaux sociaux, c'est comme le filtrage collaboratif d'Amazon. Si j'ai acheté des disques de jazz, on va me proposer des disques de jazz. Et si je suis centré là-dessus, et qu'en plus mes potes écoutent tous du jazz, eh ben, j'écouterai plus jamais de rap. Voilà. Donc, on a tendance à se focuser, se centrer. Si c'est une marque qui a besoin de parler à des gens qui sont extrêmement centrés sur quelque chose, c'est génial. Sinon, là encore, il peut y avoir pas mal de déperditions parce qu'on se fabrique des bulles qui font une espèce de prisme. On n'utilise pas suffisamment ça, d'ailleurs. Merci Eric, merci Richard, merci Olivier. Merci. Merci.